Très bien. Bonjour à tous. Je me présente. Donc, je suis Pierre Florent. Je travaille à la RATP. Je suis le délégué du directeur d'opération du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, donc en maîtrise d'ouvrage RATP. Et le sujet qu'on m'a demandé de développer aujourd'hui à cette réunion technique du CFMS, c'est de vous donner une position, une vision en tout cas de la maîtrise d'ouvrage à la RATP par rapport à votre métier. Donc en fait, j'avais développé un titre un peu long, j'ai pas réussi à synthétiser un peu plus, et je suis en train de penser que j'aurais peut-être pu mettre un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûr de vous donner la réponse, mais peut-être plutôt de vous donner un point de vue et en tout cas de lancer une réflexion. D'accord. Donc pour ce faire, en fait, dans ma présentation, j'ai prévu d'abord de vous rappeler les intérêts de la maîtrise d'ouvrage. Ils sont relativement simples, mais j'en discuterai tout à l'heure. J'ai pris aussi le choix de prendre deux cas de projets d'envergure de l'RATP sur lesquels j'ai pu participer. Donc un peu ancien qui est le prolongement de la 14 à Olympiade. Alors, on a beaucoup les trigrammes à l'RATP, donc OLI ça veut dire Olympiade et RBP ça veut dire Rosny-Bois-Perrier. Et puis donc le K2 c'est le projet sur lequel j'interviens actuellement. J'ai pris volontairement deux projets avec un écart relativement important d'environ une quinzaine d'années. C'est juste aussi parce que je voulais vous montrer l'évolution des techniques, notamment les vôtres, sur un écart d'environ 15 ans. Et puis je vais vous proposer une conclusion par rapport à ce que je vais essayer de vous démontrer. Au niveau des intérêts de la maîtrise d'ouvrage, moi j'en ai noté 4 principaux en fait. C'est ceux qu'on retrouve souvent. Je pense que je ne vous apprends rien en vous présentant cette slide. En fait, il y a un triptyque qui est classique, qui est le coût, délai et la qualité ou la technique, si vous voulez. Il y en a un quatrième qui est la sécurité lors des phases de construction. Si je devais les classifier, parce que c'est souvent des discussions qu'on a avec la direction générale de la RATP sur quel est le facteur majeur pour le pilotage de projets à la RATP. Le premier, celui qui revient souvent, c'est la sécurité, parce que de toute façon, moi je ne connais aucune entreprise réalisatrice ou aucun bureau de maîtrise d'œuvre qui ne met pas la sécurité toujours en avant dans sa conception ou sa réalisation. Donc là, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Sur les trois autres, on peut piloter par les coûts, on peut piloter par les délais ou par la réalisation, la qualité de ce qu'on veut réaliser. Aujourd'hui, le message que je voulais vous faire passer, c'est que, en tout cas, côté maîtrise d'ouvrage de la RATP, aujourd'hui, on a tendance à plutôt piloter par les coûts, parce qu'on est dans un contexte financier difficile, assez particulier. On travaille avec de l'argent qui ne nous appartient pas, c'est des projets qui sont subventionnés par l'État, par la région, par la SGP. Et en fait, on est très challengé sur cet aspect coût. Et donc on a tendance à piloter quand même en respect des coûts. Alors, sur le respect des délais, j'en parle aussi quand même une minute, c'est que même si les délais c'est aussi un phénomène important, je le mets quand même dans un deuxième temps par rapport au coût, parce que évidemment les ouvrages que réalise la RATP, c'est des ouvrages en fait qui sont analogues à une construction à perpétuité en fait. Quand on réalise un métro, une ligne de métro, une ligne de tramway, je pense que nous tous là, dans la salle, on disparaîtra, que les trains continueront à circuler soit sur la ligne 11, soit sur la ligne 14. Ouais, donc, quand vous avez un retard de 1 mois, 6 mois, 1 an, au final, une fois que l'ouvrage est là, il est là à perpétuité. Et voilà, ça permet aussi de relativiser l'aspect délai, qu'on est un petit peu en retard. Néanmoins, les coûts, la facture à la fin elle est là et il faut la payer. Voilà, je vais commencer par vous présenter donc le premier projet sur lequel j'ai travaillé il y a déjà quelques années. Alors à l'époque, je n'étais pas tout à fait côté maîtrise d'ouvrage, j'étais sur le suivi des délais justement. Mais j'ai eu l'honneur de clôturer cette opération du point de vue financier. Donc c'est une opération qui a été mise en service en 2007 et qu'on a clôturée vers 2010. Donc c'est un vieux projet en fait, dont j'ai cherché un peu dans les archives de la RATP pour trouver quelques éléments à vous présenter. Alors le prolongement d'Olympiade, c'était un
projet de travaux souterrains. En fait, la station de l'Oppia telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était l'ancien atelier de Tolbiac National, ce qu'ils appelaient TN1, qui a été transformé en station, et on a dû faire un tunnel d'environ 600-700 mètres pour créer le nouvel atelier. Donc c'est la trash trousse que vous voyez sur l'écran. J'ai retrouvé également le profil en long de ce prolongement. Donc voilà, c'était un prolongement de 676 mètres exactement. Donc ce plan-là, il doit être j'ai dû le retrouver dans le dossier d'AVP ou le schéma de principe. Donc il faut savoir que c'est des plans quand même qui datent de fin des années 90, qui avaient été réalisés sous une version assez primaire d'AutoCAD. Il y a déjà une prouesse d'avoir des plans en couleur, des choses relativement précises. Par rapport aux profils en long qui ont pu vous être présentés préalablement, vous voyez qu'il n'y a pas tellement d'évolution de cette technique. Donc c'était déjà par rapport à l'époque, si vous voulez, on était quand même à la pointe des outils qu'on utilisait pour réaliser ce genre de schéma. Alors on trouve c'est écrit très petit, mais on trouve quelques points intéressants. Alors vous voyez que la coupe géologique, elle est relativement simpliste. Elle a été faite par rapport au sondage qui avait été réalisé initialement. On voit quelques petites notes, parce que c'était comme une zone assez chahutée géologiquement. En fait, il y avait présence d'anciennes carrières, c'est ce qui est écrit en petit. Des anciennes carrières remplayées, plus ou moins bien. Voilà, on était quand même dans un contexte géologique un peu difficile, et vous voyez que le tunnel était relativement proche de la surface. Alors, j'ai malheureusement pas retrouvé d'éléments financiers parce que je voulais un peu caractériser l'investissement qui avait été fait par la RATP en amont des projets par rapport à toutes les reconnaissances qu'on a pu faire l'équivalent de la G11, G12 et G2, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque. J'ai retrouvé quand même des quantitatifs, je n'ai pas pu les chiffrer, mais voilà, donc on avait fait un certain nombre de sondages carottés, il y avait un puits de reconnaissance géotechnique. Des sondages destructifs sur les terrains. En fait, j'ai mis une coupe géologique simple. En fait, ce que je voulais dire, c'était que la coupe, elle était quand même relativement basique. C'est ça que j'affiche sur l'écran. Mais ça donnait déjà une bonne idée des terrains géologiques que le projet allait traverser en phase de réalisation. Donc, je vous l'ai dit, il y avait aussi une présence d'anciennes carrières. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le rapport de synthèse géotechnique qui a été fait en phase amont. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur du rapport, en fait, il fait une trentaine de pages. C'est pas énorme, mais il était quand même relativement bien fourni pour un rapport de cette époque. Il faut savoir qu'il y a du édité dans les fins des années 90, tout début des années 2000. Alors pourquoi j'ai pris aussi ce projet pour ma présentation, c'est que, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui se rappellent de cet événement, sur ce projet de la RATP, il a été malheureusement, il a subi un phénomène grave, un incident technique important. Donc c'était la nuit, je sais plus si c'était 14 ou 15 ou 16, c'était un vendredi soir, en 2003, donc lors de la phase de construction, la voûte s'est effondrée. Donc c'est la photo qui a été prise 2-3 jours après l'effondrement par la RATP. Si je reviens, si vous vous rappelez, sur les 4 piliers de base que le maître d'ouvrage regarde, là on est clairement, on n'est pas dans le cas idéal, si vous voulez. On n'a pas respecté l'aspect sécuritaire du projet, avec toutes les conséquences, parce qu'après du coup le planning prend une claque, les finances également. Aujourd'hui je peux en parler très librement, mais si vous voulez, un effondrement de ce cadre-là, ça a coûté 20 millions d'euros aux différentes parties prenantes qui étaient, dont la responsabilité est établie. Aujourd'hui, la responsabilité elle a été en gros, si vous voulez, partagée à 50-50 entre la maîtrise d'œuvre de la RATP et l'entreprise réalisatrice. Mais bon, voilà, ça fait quand même 10 millions d'euros pour chaque partie. Sur un projet, j'ai oublié de vous le dire au début, qui était de l'ordre de 120 millions d'euros à l'époque. Voilà, c'est une incidence planning, coût, très forte, et d'image également finalement, parce que c'est pas une très bonne publicité.
Moi, j'avais juste quelques remarques par rapport à ça. Donc, à gauche, ce qu'on voit, c'est la coupe qui a été faite après par le sapiteur, l'expert qui est intervenu sur la recherche de cause de cet incident. Alors, moi, j'avais juste déjà 2 remarques par rapport à la coupe que je vous présente avant, qui date de la phase d'avant-projet. Moi, ce que je remarque comme ça d'un œil un peu extérieur, finalement, parce que je n'ai pas vécu cet phénomène, c'est que déjà, la coupe géologique, elle est déjà un petit peu plus fournie. Vous voyez, on voit qu'il y a déjà 3 couleurs au lieu de 2. Hein. Donc là, j'arrive pas à lire, mais c'était remblai et alluvion ancienne, c'est ça. Et puis calcaire grossier. Donc on peut supposer que le travail en amont n'a peut-être pas été super bien fait. Ce qu'on voit apparaître aussi, c'est qu'il y a une quand même géométrie assez peu... qui ne va pas dans le bon sens de la sécurité. Le recouvrement du tunnel, qui est relativement large à cet endroit, le recouvrement est légèrement inférieur au volume qu'on va créer. Et puis simplement, moi quand je regarde sur la photo, moi je ne suis pas du tout un technicien, mais je vois apparaître plusieurs stries de couleurs différentes, donc je me dis, bon, c'est peut-être que la coupe qu'on avait en phase d'avant-projet était peut-être un peu simpliste. Et peut-être qu'on aurait dû investiguer un peu plus sur ce sujet-là. Alors je parlais de l'expert qui a travaillé sur ce cas difficile. C'est quelqu'un qui vient des conseils généraux des ponts et chaussées. Alors si ça vous intéresse, le rapport aujourd'hui il est en ligne, vous pouvez le trouver sur Internet. Il a identifié une petite dizaine de causes, parce que bon, ce genre d'incident, c'est pas dû à une seule cause en fait. C'est une sorte d'alignement de causes qui font qu'à un moment on arrive sur ce genre d'incident. J'en ai quand même trouvé un qui vous concerne. Il a quand même identifié que la fissuration du massif de calcaire grossier n'avait pas été étudiée en amont, si vous voulez. Donc, le calcaire grossier, en fait, c'était le terrain principal dans lequel venait se créer cet ouvrage. Il était fissuré, donc là, on n'avait pas de rapport qui indiquait ce phénomène naturel. Et manque de bol, la fissuration qui était présente dans ce terrain, elle était en plein alignement du tracé. Bon, c'est une des causes qui a fait que on a ce genre de choses. Il y en a 2 qui sont à mes yeux quand même plus importants. C'est que d'une part, le soutènement qui a été fait par l'entreprise était extrêmement allégé, vraiment plus que minimum. La cause était principalement parce qu'ils voulaient faire des économies. Et puis, alors une chose qui était peut-être un peu plus étonnante, mais qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est que la forme du marché de travaux souterrains était au forfait. Alors c'était une grande lubie du département des achats de la RATP fin des années 90, c'est qu'ils voulaient forfaitiser justement dans l'optique de maîtriser le coût. C'est-à-dire que voilà, on signe un marché à X millions d'euros et il faut que ça sorte à X millions d'euros à la fin de la vie du marché. Bon, c'était peut-être un peu simpliste comme raisonnement, et ça nous a été fortement reproché, en tout cas par cet expert, et depuis, il nous est interdit de faire des marchés au forfait de travaux souterrains, et bon, pour ceux qui travaillent pour la RATP aujourd'hui, vous verrez qu'on a toujours une petite partie forfaitaire et bien sûr des prix, un bordereau de prix aux quantités exécutées. Et puis la deuxième action qu'on réalise depuis, c'est qu'on s'aide toujours d'un second regard géotechnique en phase étude et en phase travaux, pour avoir une sorte d'œil extérieur sur ce qui est fait justement pour éviter ce genre d'incident. Je vais vous parler maintenant du deuxième cas du prolongement de la ligne 11. C'est le cas qui est beaucoup plus actuel. Je suis plus à l'aise pour en parler parce que il est actif et puis j'y travaille. Alors j'espère qu'on n'aura pas ce genre d'incident, justement. On travaille justement pour éviter ce genre de problème. Je vais vous faire une très rapide présentation du projet de la ligne 11. C'est un projet qui... alors la ligne 11, c'est une ligne existante qui fait 6 km actuellement. C'est une demi-ligne, si vous voulez, parce qu'elle part de Châtelet. Elle arrive à Mairie des Lilas. On l'étend de la même distance. Donc on va créer 6 nouvelles stations. L'extension est d'environ 6 km. Le budget global de l'opération, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc c'est le deuxième projet le plus conséquent de la RATP. Enfin, à l'échelle de la maîtrise d'ouvrage de la RATP, c'est vraiment un projet très très ambitieux et qui s'inscrit finalement dans la présentation qu'a fait Thierry Bouffon tout à l'heure sur le Grand Paris. Mais à une échelle bien sûr moindre. Donc voilà pour le tracé. Et puis ce que j'ai oublié, c'est qu'on fait aussi quelques travaux de création d'entrée, de sortie, ou d'entrée-sortie, ou d'issue de secours sur 10 stations des 13 existantes.
Alors ce projet, je fais un petit zoom sur le prolongement. C'est un projet qui est très imprégné de travaux souterrains. On a vraiment des techniques très variées. Si je pars d'ouest en est, au niveau des lilas, on a un tunnel de raccordement, ce qu'on appelle le tunnel de raccordement entre la ligne existante qui se termine par un atelier souterrain actuellement et puis la future extension. On a un tunnel de raccordement qui fait 250 mètres de long, qui fait en traditionnel. C'est la première section là en bas à gauche. Après, on a environ 3 km de tunnel circulaire qui sera réalisé au tunnelier. Ces travaux-là ne sont pas encore commencés, mais le tunnelier est prévu d'être mis à front en décembre de cette année. On a ensuite une partie aérienne, donc au viaduc, donc ça vous intéressera un peu moins, environ 600-700 mètres. Et puis on retrouve un tunnel, cette fois-ci rectangulaire, qui est de moindre profondeur et qui est réalisé en parois moulées de part et d'autre, avec un toit et un radis. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est un projet avec des techniques très variées et très riches en méthode d'exécution. Alors là j'ai repris, parce que l'objectif c'était pas vous présenter le projet, on a différentes, mais j'essaie de prendre quelques points significatifs ou singuliers des ouvrages qui sont en cours de réalisation. En haut à gauche, en fait, vous avez, c'est juste pour vous montrer, j'ai fait le choix volontairement de prendre des vues axonométriques, c'est juste pour vous donner ce qui est réalisé sur les stations existantes. Donc on recrée des couloirs, des escaliers à proximité de stations existantes, donc c'est assez complexe techniquement, même si c'est des travaux de souterrain de petite ampleur. Les marchés oscillent entre 1 million d'euros et 12 millions d'euros pour les plus gros. J'ai pris aussi deux images axonométriques. Donc en haut à droite, c'est la station de la Duisse, et en bas, la station Place Carnot, qui sont deux stations construites en travaux souterrains. Je pense que j'ai vu dans le programme, il y avait la Duisse, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais vous aurez sûrement l'occasion de voir d'autres images par la suite. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est quand même des ouvrages techniquement assez complexes. Alors en vrai, qu'est-ce que ça donne? J'ai sélectionné quelques photos pour vous montrer un peu ce qui en retourne. En haut à gauche, c'est la station, il me semble que c'est le couloir de création à Jourdain. C'est des futurs couloirs piétons qu'on réalise en plein Paris, à proximité de nos stations, dans un environnement très contraint, à proximité d'immeubles. À droite, vous trouvez le tunnel de raccordement, celui dont je vous parlais tout à l'heure, avec un magnifique faciès d'argile verte, en fait, qui est très compact et très homogène. Et puis en bas, c'est le prolongement. En fait, donc en bas à gauche, c'est la Duisse, c'est un des pieds droits qui est en cours de réalisation. Je crois qu'après, il y a un ouvrage annexe qui doit être en face du fort de Noisy. Et le tunnel rectangulaire qui est au niveau du terminus à Rosny-Bois-Paris. Je vous ai remis également le profil en long. Alors, finalement, vous voyez, si on voulait comparer le profil en long, je vous ai présenté sur la ligne 14 et celui actuel de la ligne 11, il y a énormément de similarités. Les techniques n'ont pas tellement évolué. On caractérise toujours les couches géologiques un peu de la même façon. La conception a un peu évolué. Là, on est dans des configurations géométriques plus saines, parce qu'on est plus profond. Il y a une petite encoche que vous voyez là, dans la couche verte, ça va être la couche des argiles vertes. C'est l'autoroute A3 en fait, qui passe juste au-dessus de notre ouvrage. Enfin, plutôt, c'est notre ouvrage qui va croiser la A3. Voilà, et là, juste pour vous donner, là, c'est un extrait du profil en long sur environ une interstation, ce qui fait à peu près 1 km. Donc voilà, sur cette partie-là, il y a assez peu d'évolution, mais on essaie de caractériser du mieux possible les couches qu'on traverse. On va rentrer là un peu plus dans votre cœur de métier. En fait, moi n'étant pas géotechnicien, j'ai vu l'évolution des pièces graphiques qui sont produites par la maîtrise d'œuvre ou après les entreprises, enfin les bureaux d'études des entreprises réalisatrices. Je me suis pensé qu'il y a une énorme évolution, si vous voulez, dans les 15-20 dernières années. Aujourd'hui, on voit apparaître des modèles en 3D. Donc là, j'ai pris un modèle Plaxis que vous connaissez mieux que moi, où vous caractérisez les différents les modèles des terrains qui sont traversés, avec des calculs extrêmement poussés et qui deviennent de plus en plus proches de la façon dont le terrain va se comporter quand on va réaliser les travaux.
Et puis, donc là, c'est des extraits qui étaient sur un des deux puits, donc c'est le puits La Boissière, celui-là, je crois, le puits d'essai qu'on a fait en amont des travaux. Plaxis permet aussi de faire moi j'étais extrêmement impressionné par les résultantes des calculs théoriques qui peuvent être faits maintenant avec les nouveaux outils. On voit apparaître des modèles Plaxis de calcul de tassement. En fait, voilà, je vous en ai mis qu'une, mais si vous voulez, donc, si vous prenez le PDF et vous mettez feuille après feuille, vous avez carrément une cinématique de la réalisation, passe après passe, des ouvrages qui sont réalisés. C'est extrêmement impressionnant. Et puis, par exemple, là, sur la partie droite, c'était les tassements mesurés en surface. Et pareil, encore une fois, on voit au niveau de l'évolution des travaux, hein, donc passe par passe, mètre après mètre, de cette galerie d'essai, on voit l'évolution en live des mesures qui ont été prises sur le site. Ouais, l'idée de cette slide, pour moi, c'était juste de vous montrer que, je pense que je ne vous apprends rien, mais il y a une évolution des techniques qui permet aujourd'hui vraiment de caractériser au mieux, en utilisant la géotechnique, ce qui va se passer, même si je dirais que la géotechnique, ce n'est pas une science exacte, hein, mais ça tend vers un résultat qui est le plus proche possible de la réalité. Donc ça, c'est important aussi pour nous, pour caractériser les terrains sur lesquels les entreprises vont pouvoir travailler. Un autre exemple aussi pour souligner un peu mon propos, donc ça j'ai pris quelques exemples, c'est très diffus ce que je vous donne, hein, mais j'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer mon point de vue. Par exemple là j'ai pris donc ça c'est les levées géologiques de la galerie, donc ça c'est les géotechniciens qui viennent quotidiennement à l'avancement du front pour caractériser les images sont extrêmement petites, hein, je suis désolé, mais donc il y a des photos qui sont prises par rapport au front, c'est extrêmement caractérisé. Et on est quasiment entre le jour et la nuit entre ce qu'on faisait il y a environ une vingtaine d'années et ce qui est fait aujourd'hui en termes de suivi. Donc ça va vraiment dans le bon sens pour connaître au mieux les terrains qu'on traverse. J'ai pris un rapport G3, alors j'ai fait volontairement un imprimé écran. Alors ce qui est important, c'est pas les graphiques, je ne sais pas ce que c'est exactement, j'arrive même plus à lire. C'est des sondages descriptifs mesurés sur un rapport G3 d'une entreprise. Hein, mais ce qui était caractéristique, c'est ça qui m'avait surpris, si vous voulez, c'est plutôt le nombre de pages du fichier PDF. Il y en a plus de 2100. Vous voyez, il faut savoir que c'est qu'un rapport G3 d'une portion du prolongement. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à comprendre ou à m'imaginer comment on peut interpréter ces métadonnées, 2000 pages pour caractériser une partie du nier. C'est là encore où on voit que c'est un peu le jour et la nuit entre ce qu'on faisait il y a 20 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Après, la question, moi je me pose, après je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais c'est est-ce que finalement on va vraiment utiliser ces 2000 pages? Est-ce que c'est toutes ces données qui sont disponibles, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est un peu la question que je me pose. Aussi, bon, ça c'est un petit peu en annexe de votre métier, mais je vous l'ai mis quand même, la dernière vue, là, c'est une vue en 3D des soutènements provisoires. Donc là c'est pareil, on voit que l'évolution des techniques dans les bureaux d'études est énorme. Les soutènements, il faut savoir que c'est un ouvrage provisoire qui n'est pas pris après dans le calcul pour l'ouvrage définitif. Moi, ce qui m'importe, c'est l'ouvrage définitif. Et on voit qu'on arrive à sortir des plans comme ça extrêmement précis, extrêmement riches en informations. Alors après, là où je voulais vous interpeller aussi un peu, c'est que voilà, l'utilisation de toutes ces techniques extrêmement modernes, bon, c'est bien, ça tend vers la perfection. Après, la réalité, elle reste quand même toujours un peu immuable. En réalisation, alors il faut savoir que la galerie là, que je vous montre, hein, c'est la vue 3D là, des cintres qui sont à droite. Hein, c'est Méridien là, si vous voulez tout savoir. Donc ça, c'est une des galeries qui rejoint un ouvrage existant. Donc là, à droite, c'est la photo de l'ouvrage quasi réalisé en termes de génie civil. On reconnaît, pour ceux qui prennent le métro quotidiennement, vous reconnaîtrez les formes singulières du métro de la RATP. Mais ça a été réalisé là, il y a quelques mois. Moi, juste une remarque par rapport à tout ce qui a été fait en amont sur les études géotechniques extrêmement poussées avec un nombre conséquent de données. Au final, si vous voulez en réalisation, il ne faut quand même pas perdre de vue que pour réaliser cette galerie, il faut toujours un coffrage en bois, du ferraillage et du bétonnage en fait. Hein. Et les techniques, là, pour le coup, elles n'ont pas tellement évolué. Et
par rapport, enfin, je vous ai mis volontairement la photo à gauche, il y a un petit piège, c'est en fait que moi il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, mais là c'est moins de votre côté, c'est plutôt au niveau des bureaux d'études, je trouve que la quantité de ferraillage qui met dans la voûte, elle est un petit peu surdimensionnée, parce que bon, une voûte, ça a tendance à marcher en compression, moi c'est ce que j'avais appris lors de mes études générales en génie civil. Et je pense qu'on aurait pu, en tout cas qu'on aurait pu un peu optimiser la quantité de ferraillage. En optimisant la quantité de ferraillage, on optimise le coût, les délais, et j'en reviens un peu aux 4 fondements que j'avais présentés au début de ma présentation. Voilà, je voulais juste vous expliquer que même si on mettra toutes les techniques en amont, voilà, il ne faut pas perdre de vue l'objectif initial. Juste une slide très rapide pour respecter le temps. J'ai assez peu parlé du management des risques. En fait, c'est quelque chose même si nous on n'est pas impliqué dans le code des marchés publics, c'est quelque chose qu'à la RATP on suit maintenant, et ça permet aussi justement en partenariat avec vos travaux, d'optimiser les ouvrages. Pour faire le pendant avec le projet de la ligne 14 de tout à l'heure, je vous ai remis un peu ce qui a été fait sur la ligne 11. Bon, le rapport d'échelle, il est en gros de 1 pour 10 au niveau du budget, entre 120 millions d'euros et 1,3 milliard. J'ai réussi à chiffrer en fait ce qui avait été fait, je vous laisse lire toutes les actions qui ont été faites en amont pour caractériser au mieux les terrains. Il faut savoir qu'on a environ à peu près un total qui avoisine les 40 millions d'euros sur ce projet-là. Ça représente à peu près 4% du budget global. Alors, est-ce que 4% c'est bien, c'est pas assez, c'est trop? Moi, j'ai pas la réponse à cette question. Mais encore une fois, je vais revenir sur notre vue. Nous, ce qui nous intéresse en tant que maître d'ouvrage, c'est de dépenser, ou d'investir, si vous voulez, c'est plutôt un investissement, au juste coût. Donc, voilà, je resterai plutôt ce sujet sur une question ouverte, qui me permet de conclure. J'essaie de résumer un peu le fond de ma pensée. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. La RATP, en tant que maître d'ouvrage, qu'on attend de vos métiers, finalement, c'est de répondre à des projets qui sont de plus en plus complexes. Ça, c'est quelque chose qui est du fait de l'environnement, des techniques, des normes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous puissiez caractériser au mieux avec les techniques d'aujourd'hui le terrain de façon la plus précise possible, et puis d'identifier ce qui ne peut pas l'être, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et puis conserver aussi un peu en tout cas avoir à l'esprit le fait qu'il y a une partie théorique en phase d'études, il y a une partie plus réaliste en phase de travaux, et il faut essayer de trouver un équilibre entre tous ces métiers finalement. Et puis bon, voilà, la petite image de fin, c'est de dire voilà, que vous, les géophysiciens, vous êtes une des pierres de cet édifice, que nous, en tant que maître d'ouvrage, on va travailler avec tout le monde, mais que tout le monde a sa pierre à apporter au juste coup. Ce serait un peu la conclusion de ma présentation.